Je rappelle que vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier pour la suite du Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie, les midi et 34. Alors, nous avons parlé auparavant de Noël dans le regard des enfants. On va un peu assombrir le portrait, si vous voulez bien, et on va parler de la guerre contre Noël. Alors, Noël approche à grands pas, mais certains se sentiraient en fait un malaise grossir d'année en année. Une des raisons, notamment, c'est que les symboles que sont la crèche avec Joseph, Marie et l'enfant Jésus, ou encore le sapin, passeraient pour des symboles identitaires d'une culture majoritaire jugée trop hégémonique face aux minorités. C'est du reste la raison pour laquelle Mathieu Bock-Côté publie depuis plusieurs années un article sur cette Noël, la Christmas War, comme l'appellent les Américains, les États-Uniens plutôt. Et donc, c'était un article du 8 décembre 2011. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. C'est votre combienième article sur le sujet? Je ne les compte plus, et surtout, je me désole d'avoir à en écrire chaque année. Oui, hein? Et de revenir aussi souvent sur cette question. Je me souviens que j'ai eu une conversation avec une personne qui m'est proche il y a quelques semaines en lui disant « Je crois que cette année, je vais réussir à éviter ce papier sur Noël. Je vais réussir à ne pas en écrire un pour une fois. Quelle libération! » 24 heures après, on apprend qu'à Service Canada, les fêtes de Noël sont censurées de l'espace public. Pour quelle raison? Parce que ce sont elles sont porteuses de symboles discriminatoires envers les minorités religieuses et ainsi de suite. Quelques jours après, on apprend que la crèche est chassée devant l'hôtel de ville de Ville-Mont-Royal. Pour la même raison. Et moi qui espérais écrire sur cette question, j'ai dû y revenir dans ce texte, la guerre contre Noël, et dans quelques interventions publiques. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est presque l'occasion de faire le bilan 2011 de cette nouvelle bataille dans la guerre contre Noël. Et parce qu'à Ville-Mont-Royal, c'était le maire qui avait décidé d'enlever tout ça, parce que et si on refait un peu l'histoire, c'était que d'abord, c'est une ville d'abord à majorité, je pense, chrétienne ou catholique, et donc il n'y avait pas de problème à l'époque. Puis à un moment donné, il y a eu un maire juif qui a voulu mettre une menorah, alors que les Juifs ne sont pas très nombreux, là, ils sont quoi, 7-10%, je sais pas. Et donc, il a mis une menorah. Puis, il y a eu un nouveau maire qui est venu, qui, lui, était chrétien de culture, au moins, ou de foi, je ne sais pas. Et là, les musulmans se sont dit, puisqu'il y a une menorah, nous aussi, on veut des symboles. Et donc, à un moment donné, ça allait déborder d'autres religions également. Et donc, le maire a décidé de faire table rase et de faire un truc beaucoup plus laïque, si j'ose dire. Oui, mais c'est la logique d'accumulation négative, si je peux me permettre cette image, portée par le multiculturalisme. C'est-à-dire, puisqu'une religion, puisqu'une tradition culturelle, puisqu'une identité est présente dans l'espace public, puisque nos sociétés sont des pages blanches, puisque notre société doit faire table rase de son histoire, eh bien, si une religion ou une tradition ou une culture est présente, alors toutes les cultures doivent être également présentes. Et c'est le mot également qui compte chez vous. C'est le mot le plus important, mais je dirais qu'il y a une espèce d'égalité paradoxale dans le multiculturalisme. C'est-à-dire, cette idéologie qui domine notre époque, c'est qu'il repose aussi sur la négation de la culture majoritaire. Parce que jusqu'à tout récemment, on voyait les sociétés humaines comme des expériences historiques, communautés d'histoire, des communautés de culture, des communautés de mémoire qui devaient s'instituer politiquement. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit finalement, c'est que l'histoire, la culture et la mémoire est de trop, et elle ne peut survivre finalement qu'à la manière d'une préférence individuelle ou d'une préférence communautaire, mais puisque toutes les communautés sont égales dans l'espace public, c'est la nation comme entité historique qui disparaît de l'écran politique, qui disparaît du radar politique. Et ça nous amène à une question assez importante, je crois qu'il faut explorer, sur non seulement la légitimité d'une critique du multiculturalisme, mais je dirais même sur la présence physique, la présence morale, la présence culturelle du christianisme dans nos sociétés, et la nécessité d'en revenir à cette tradition que nous avions laissée de côté pour d'excellentes raisons et de moins bonnes raisons, revenir aujourd'hui sur la signification de cette tradition, de cette religion dans l'espace public québécois et dans l'espace public plus largement des sociétés occidentales. Mais Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous adhériez à la phrase suivante que le Canada est un pays chrétien ou pas? Je dirais qu'historiquement, il l'est, bien évidemment. C'est-à-dire l'Occident est l'expression, je dirais, politique de la civilisation, de ce qu'on appelait autrefois la chrétienté. Donc, sans aucun doute. Est-ce qu'il doit l'être politiquement? Je ne crois pas. Dans les faits, la laïcité est une authentique conquête de nos sociétés. Le fait que l'espace public en lui-même n'institue pas une foi, c'est évidemment un progrès. Mais toute la question, c'est ici qu'on doit passer, je dirais, de l'idéologie au jugement politique, à la réflexion politique. L'idéologie abolit le réel dans le culte d'une seule idée. Ce
qu'on doit voir aujourd'hui, l'État d'aucune manière ne doit instituer une foi. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il doit lessiver tous les symboles identitaires qui viennent, je dirais, de son passé pré-laïque. Il ne doit pas lessiver toute histoire qui précède sa conversion à la laïcité. Et c'est un peu l'enjeu de ces débats aujourd'hui. Est-ce que nos sociétés sont capables d'assumer un capital historique, un patrimoine historique culturel qui vient d'avant ce qu'elles considéraient être la période éclairée de l'hypermodernité? Si elles sont capables de l'assumer, de quelle manière? Mais je pousserai la réflexion un peu plus loin aussi. Est-ce que le christianisme a sa place dans le paysage urbain et le paysage culturel de nos sociétés? Le christianisme, attendez, le christianisme comme culture ou comme foi? Je me suis mal, comme culture. Moi, j'entends toujours la question de la foi est une question qui concerne les croyants. Oui. Et n'étant pas particulièrement ici, et n'ayant pas vocation à le devenir, qu'on me pardonne pour l'instant, Mathieu, je dis, la question m'intéresse socialement, politiquement, culturellement. Est-ce que les symboles du christianisme le christianisme qui a irrigué la tradition politique et religieuse des sociétés occidentales, ne l'oublions jamais, hein, la démocratie libérale tire une partie de ses origines dans certaines notions fondamentales de la philosophie chrétienne, eh bien, si on se tourne aujourd'hui vers nos sociétés, est-ce que dans le paysage urbain, le paysage moral, le paysage culturel, le paysage linguistique, le paysage sonore de nos sociétés, est-ce que cette tradition a encore sa place? Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de vouloir préserver un certain paysage culturel, urbain, sonore dans nos sociétés? C'est étrange qu'on doit se poser, c'est qu'on y est rendu pour une raison assez singulière. C'est le multiculturalisme et aussi les changements démographiques impliqués par certaines politiques d'immigration font en sorte que nos sociétés doivent désormais expliciter certains principes qui étaient implicites. C'est-à-dire, on avait une série de principes, des valeurs que nous prenions pour acquis. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes obligés d'expliciter ces principes que nous prenions pour acquis. Et le christianisme, qui continuait d'irriguer secrètement ou culturellement nos sociétés, doit désormais être ressaisi politiquement, non pas pour être transformé en religion d'État, bien sûr, mais pour officialiser d'une manière ou de l'autre, sur le plan symbolique, sa prédominance culturelle dans notre société. En vous écoutant parler, Mathieu Bock-Côté, j'avais une autre question je pense, qui pousse votre réflexion encore plus loin. Est-ce que la laïcité n'est pas une idée chrétienne, fondamentalement? Ah, mais bien évidemment. Mais alors, comment intégrer, si vous dites oui, comment intégrer les autres religions? Mais la question est de savoir distinguer d'un côté le patrimoine historique et culturel de nos sociétés et de l'autre l'espace privé. Ou l'espace même du marché. Oui. Évidemment que dans l'espace privé, chacun peut bien pratiquer la religion qu'il veut ou pas de religion du tout. Oui. Évidemment que les gens des communautés minoritaires ont le droit de se rassembler dans leurs temples et ainsi de suite pour honorer leur Dieu, pour pratiquer leur religion. Mais lorsque nous parlons de l'espace public, la question fondamentale est de savoir si cet espace public est l'expression, la poursuite ou non d'une histoire. Hein, c'est la notion fondamentale qui est évacuée de la réflexion politique contemporaine, le caractère historique de nos sociétés. Eh bien, si l'espace public est une histoire, si l'espace public est la prolongation d'une histoire et se civilise à partir des symboles hérités de cette histoire, alors la religion minoritaire est davantage dans le domaine privé que dans le domaine public, et si elles accèdent à l'espace médiatique, bien évidemment, doivent-elles pour autant définir de l'intérieur l'identité collective? Si oui, c'est un processus qui se fera très lentement et ça ne doit d'aucune manière se faire sur le mode du reniement de notre propre patrimoine historique. Ça veut dire, pour revenir à la crèche et au sapin, que ce seraient ces symboles-là dans l'espace laïque qui est issu d'une expérience chrétienne, ce seraient ces symboles-là qui domineraient? Qui prédominerait, je dirais. Plutôt, oui. Dominerait, c'est un vocabulaire qui est ici un peu trop machiavélien pour moi. Mais qui prédomine, c'est-à-dire, il ne devrait pas être considéré comme discriminatoire ou illégitime le fait d'instituer culturellement les symboles venant de notre propre passé. Et c'est un peu fou qu'on soit obligé de préciser ça aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, ces fondements même de notre société sont fragilisés par la pression du multiculturalisme qui vient questionner la légitimité même de l'histoire occidentale et dans le cas présent de l'histoire québécoise et canadienne. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à un moment singulier où, à travers des questions qui peuvent paraître symboliques, hein, ça peut paraître accessoire, ça coûte pas des milliards, les arbres de Noël, c'est pas des budgets comme la santé. Eh bien, sur ces petites questions faussement anecdotiques, c'est un questionnement sur les fondements même et les racines de notre société qui s'imposent dans l'espace public. Pensez-vous, Mathieu Bock-Côté, que beaucoup de monde a conscience de cette profondeur du problème, quoi qu'il s'exprime de façon symbolique? Ah oui, je crois que les classes populaires et les classes moyennes là-dessus sont beaucoup plus éclairées qu'une partie de nos élites. Hein. Parce que nos élites qui fonctionnent dans l'illusion technocratique, nos sociétés, si c'est pas quantifiable et si ça vaut pas des milliards, ça vaut rien. Hein? Autrement dit, nos sociétés, ils n'accèdent à la réalité de nos sociétés qu'à travers la médiation de la technocratie, des statistiques ou des médias. Bon. Eh bien, il y a une part de vérité vécue
qui échappent à nos élites, qui fonctionnent justement dans ce mirage technocratique, et une bonne partie de la population ici devine. C'est évident, la population n'est pas occupée à théoriser ces choses-là sur une base régulière. C'est la job de l'élite. Ils ont d'autres choses à faire, par exemple, vivre, faire élever leurs enfants, gagner leur vie, ainsi de suite. Mais c'est la job de l'élite. Mathieu Bocoté, c'est la job de l'élite d'expliciter, de théoriser, alors que l'élite fait une autre job, en fait. C'est le paradoxe de notre société que de voir que ce sont désormais les traditions les plus fondamentales sont déposées dans les classes moyennes et les classes populaires. Oui. Et l'élite intellectuelle, mais ça c'est pas nouveau, l'élite intellectuelle, au nom d'un progressisme soit bien compris, ça reste à voir, mais au nom du progressisme certainement, se donne une tâche de rééduquer le peuple, se donne une tâche de transformer les principes même de notre société. Autrement dit, nos élites politiques et intellectuelles ne sont plus les gardiennes de nos sociétés, mais se voient un peu comme les accoucheuses d'une nouvelle société, d'un nouveau monde. Et ça traverse l'histoire du 20e siècle, ce rapport trouble des intellectuels aux politiques, ce rapport trouble des intellectuels à la culture et à l'histoire. Et on le voit au Québec là-dessus. Voilà pourquoi je dis souvent que la politique des identités, en la question du multiculturalisme, révèle une nouvelle lutte des classes. Lutte des classes entre deux côtés, les deux branches du parti dominant, c'est-à-dire la gauche multiculturelle et la droite néolibérale qui s'entendent pour communier dans le cosmopolitisme mondialisé, et de l'autre côté, les classes populaires, quelquefois à gauche, quelquefois à droite, mais qui connaissent spontanément dans l'idée qu'une société est un univers de sens, et que cet univers de sens ne doit pas être liquidé. Donc de ce point de vue, il y a probablement plus de sagesse politique chez ceux qui sont à l'écart de la politique professionnelle ou du travail de l'intelligence permanent et universitarisé. Et on aura sans doute pas un affrontement, mais une confrontation entre d'un côté le peuple et d'un autre côté une classe. Je crois que il y a une formule assez juste de Christopher Lasch, l'historien et sociologue américain, qui parlait de la révolte des élites contre la démocratie et qui parlait des élites qui voulaient faire sécession du peuple. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu dans la psychologie contemporaine, psychologie politique contemporaine, les élites mondialisées regardent la planète et voient une civilisation des grandes métropoles. Oui. Et ils se reconnaissent beaucoup plus de proximité culturelle, idéologique et politique avec les différents dans le monde qu'avec leur propre hinterland, avec leur propre pays, avec leur propre région. Donc une forme de solidarité horizontale des élites entre elles qui veulent se désaffilier les unes à la suite des autres de leurs contextes nationaux. Et de l'autre côté, les peuples qui sont un peu abandonnés par leurs élites. Et c'est le paradoxe. Lorsque le peuple est abandonné par ses élites, eh bien, il continue d'exister, mais sur le mode de la révolte, souvent. Donc là, en Europe, ça donne les partis tribuniciens, les partis populistes, qui sont l'expression d'une révolte populaire. Mais le problème étant que cette révolte populaire est souvent déformée par des partis qui ont un rapport trouble à la démocratie, et c'est un des malheurs de notre époque, d'ailleurs, que le peuple ne peut aujourd'hui s'exprimer qu'à travers de très mauvais représentants, parce que ses propres élites l'ont abandonné. Tout à fait. Mais Mathieu Bocoté, pour revenir un peu je traduis de façon très très simple ce que vous dites, en vous citant vous-même, quel honneur, n'est-ce pas? Ces élites ont le trouillomètre très sensible, dites-vous, dans votre article du Journal de Montréal du 8 décembre dernier. Et, en fait, elles n'osent pas parler. C'est qu'il y a un croisement ici. Une partie de nos élites ont spontanément les mêmes réflexes que appelons ça, que les classes populaires, que les classes moyennes. Mais elles ont tellement peur de subir des attaques en racisme, xénophobie, le procès perpétuel du politiquement correct. Ils ont tellement peur de subir les formes d'agression médiatique qui les transformeraient en pestiférés. Eh bien, pour cela, ils prennent les devants. Et c'est ça qu'il faut rappeler d'ailleurs. Les revendications pour liquider Noël viennent bien moins souvent des imams qui savent dans quelle société ils arrivent que de nos propres élites qui ont fait des cours de rattrapage multiculturel et qui, voulant prouver qu'ils ont tout bien compris, prennent les devants dans la liquidation de l'héritage dont ils devraient pourtant être les gardiens. Pourtant, il y a des élites dans d'autres pays qui ne sont pas chrétiens. Et là, le problème est beaucoup moins fort. Il me semble que c'est vraiment le christianisme qu'on vise, ou les symboles chrétiens qu'on vise, plutôt que les symboles musulmans ou juifs. Ça, c'est que la mauvaise conscience est un phénomène occidental, et c'est le phénomène d'un Occident qui a un passé chrétien. Alors, ce ne sont pas tous les symboles religieux qui sont visés. D'ailleurs, je le dis souvent, les symboles religieux ne sont pas visés en tant que religieux, sauf chez certains laïcs intransigeants, radicaux, fanatisés quelquefois. Les symboles religieux sont visés en tant que symboles politiques. Les symboles religieux sont visés en tant que symboles identitaires de la majorité. Donc, on s'en prend, je dirais, à Noël, comme on s'en prendrait à d'autres symboles, comme on s'en prend à l'histoire de la majorité, comme on s'en prend même à la langue, quelquefois. Donc, derrière cette attaque contre des symboles religieux, le christianisme ici est instrumental. Il est visé en tant que
partie prenante en tant qu'élément constitutif de l'identité majoritaire. Mais cela ne nous dispense pas d'une réflexion qu'il faudra mener, pas nécessairement aujourd'hui, mais plus tard, sur la signification aujourd'hui du christianisme comme patrimoine culturel et politique dans les sociétés occidentales. Ah bah ça, on fait ça pour 2012? Ah, mais bien certainement. On peut prendre ce sujet, on peut le mettre à l'agenda. On va le mettre à l'agenda. Il y a un paradoxe que vous soulignez très justement dans le même article, Mathieu Bock-Côté. Vous êtes déjà venu ici parler du Piss Christ. C'est vraiment l'artiste, entre guillemets, californien ou mexicain, j'oublie, qui avait raconté l'histoire vous-même, parce que eux, ça, on peut mettre ces symboles en exergue, mais pas les autres symboles. Ah oui, en fait, je le disais en quelques mots, c'était le Piss Christ, effectivement, c'est un crucifix trempé dans l'urine, on en tire une photo, on met ça dans un contexte un peu lumineux, et on dit c'est une œuvre d'art. Et là, c'était exposé en France récemment, il y a eu des controverses autour de ça, et bien évidemment, je disais, amenez le Piss Christ chez vous, et on dirait, mais que c'est de l'art, c'est transgressif, c'est courageux, mais bravo, chers amis, vous osez aller contre les symboles dominants de la religion dominante. Mais faites une caricature de Mahomet, mais faites une caricature des différentes religions minoritaires, et là, soudainement, vous êtes coupable d'islamophobie, vous êtes coupable d'incitation à la haine. Comment dire, on a le droit de transgresser aucun symbole religieux, aucun symbole sacré, sauf ceux de la majorité, encore une fois, parce que dans cette espèce de petite guerre d'usure livrée contre les symboles majoritaires, à travers ça, c'est un programme politique qui se réalise, c'est celui de cette espèce de refondation post-historique, post-nationale et post-occidentale de nos sociétés. Mais vous verrez là-dessus le courage des faux subversifs, c'est-à-dire qui n'ont absolument, c'est Chesterton qui disait qu'il n'y a rien de plus ennuyant que de faire choquer sa grand-mère. Ah non, oui, dans What's Wrong with the World. On est encore occupé à choquer notre grand-mère, mais les subversifs de salon veulent choquer leur grand-mère, mais ne leur demandez surtout pas de pratiquer l'authentique subversion, parce que là, soudainement, ils vont se planquer, parce qu'ils sauront qu'ils n'auront ni subvention, ni invitation. Je me souviens de cette citation, c'était, il n'y a rien de plus, on défense des portes ouvertes, et il n'y a rien de plus courageux que de faire ça, que c'est comme de cracher sur sa propre grand-mère, alors que le vrai courage réside dans le fait de prendre les armes contre une nouvelle idéologie fraîche, jeune et belle, comme la jeunesse, et comme le jour qui naît, ou un truc comme ça. J'ai déjà dit à la blague, si vous voulez être un authentique révolutionnaire dans notre société, mariez-vous à l'église, ayez des enfants, ne trompez pas votre femme, n'ayez pas trop de dettes, alors vous serez un authentique révolutionnaire en contradiction avec tous les courants culturels dominants. Par ailleurs, je ne suis pas révolutionnaire, et non plus que je suis anti-révolutionnaire, je laisse à chaque personne le soin de mener sa vie comme il veut, mais il y a une espèce d'étrange idée. On ne vit pas dans le consensus que l'on croit. Hein. On a encore l'impression aujourd'hui que le consensus dominant, c'est celui de l'Occident chrétien, sur de lui, d'heure, et ainsi de suite, alors que le consensus dominant aujourd'hui, il est hérité de mai 68. C'est un consensus qui survalorise les marges pour mieux nier le noyau historique de nos sociétés. Et le véritable courage subversif dans nos sociétés, ça consisterait peut-être à être capable de transgresser justement ces symboles dominants, les icônes du progrès. Ça ne veut pas dire qu'il faut les transgresser pour les transgresser. Ça veut tout simplement dire d'éviter de transformer en absolu politique et idéologique quelque religion, quelque doctrine que ce soit. En 3 minutes, Mathieu Bock-Côté, il ne reste plus que 3 minutes. Pensez-vous qu'on soit capable, rendu à notre niveau, de faire pas un pas en arrière, mais d'avoir un rapport critique face à tout ce qui arrive, toute cette dynamique qui est enclenchée depuis tellement d'années? Oui, je crois d'ailleurs que nos sociétés sont rendues. Rappelez-vous l'élection présidentielle française quand Nicolas Sarkozy s'est fait élire sur le procès de mai 68. Oui. Bon, eh bien, partout dans les sociétés occidentales aujourd'hui, il y a un procès qui est fait de mai 68, de l'héritage des Radical 60s et Radical 70s, non pas pour liquider tous les progrès qui y sont associés. Par exemple, je dis souvent, les droits de la femme sont un progrès incontournable et remarquable des dernières décennies, et qui les contesterait? Mais il est temps aujourd'hui de développer un rapport critique par rapport aux dernières décennies, cesser de voir cet héritage comme un bloc, et être capable justement de réhabiliter des vieux contenus de culture qui avaient été exagérément déclassés, tout en sachant préserver les avancées sociales et culturelles, sociétales des 40 dernières années qui sont indéniables. Il nous faut développer un nouveau rapport de synthèse par rapport aux dernières années. Il faut surtout éviter de croire que tout ce qui vient avant 68 est une grande noirceur occidentale infréquentable, et tout ce qui vient après, ce sont les nouvelles lumières, les néo-lumières. Il faut être capable de réinscrire les 40 dernières années dans le continuum plus large de l'histoire occidentale. Il est minuit moins 5, minuit moins 10, minuit moins 20?
Oh, probablement 1h32 du matin. Donc, je dirais que c'est déjà trop tard, en un sens. C'est déjà trop tard, mais ce n'est jamais absolument trop tard. Il y a certains liens sociaux fondamentaux qui sont brisés dans nos sociétés. Nous ne pouvons pas simplement restaurer le passé. Personne ne le souhaite d'ailleurs. Il est déjà un peu trop tard, mais je dirais que le désespoir en politique n'est pas conseillé. Eh bien, le désespoir culturellement ne devrait pas être conseillé. En la matière, c'est permis aujourd'hui d'avoir un espoir raisonnable. Pourquoi? Parce que la condition humaine, l'expérience humaine ne peut pas être absolument déconstruite par l'idéologie. Il y a certaines exigences culturelles et anthropologiques fondamentales qui font valoir leurs droits. Eh bien, je crois que cette volonté de se réapproprier les symboles qui marquent notre appartenance à un passé, à une histoire, participe à cette volonté de réhumanisation du lien politique. Mathieu Bock-Côté, vous êtes très cultivé. Je vais vous quitter sur une citation dont je vous demanderai de deviner l'auteur. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Qui a dit ça? Guillaume d'Occam, je crois? Presque. Guillaume d'Orange-Nassau. Guillaume d'Orange, oui. Dans quelle époque? Oh mon Dieu, ça, je vous laisserai me le dire. Vous êtes un ignare. Joyeux Noël. Bonne journée. Au revoir, Mathieu Bock-Côté. C'était donc Mathieu Bock-Côté qui nous parlait de son article du Journal de Montréal du 8 décembre dernier, La guerre contre Noël.